J'ouvre le second débat de ce Sens Public avec 4 sénatrices et sénateurs des principaux groupes représentés à la Chambre haute. Ma première question portera sur le rôle de contre-pouvoir du Sénat, contre-pouvoir indispensable, a dit Gérard Larcher hier. Comment va-t-il s'exercer dans les prochaines semaines, notamment sur la loi immigration ou sur l'examen du budget? Première réponse avec Fabien Recker. La droite perd quelques sièges, mais reste la force dominante au Sénat. Pas de révolution donc au Palais du Luxembourg, mais de la stabilité. Gérard Larcher s'en est félicité après le scrutin. Le Sénat continuera à être ce contre-pouvoir indispensable à la démocratie. Face à un exécutif privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, la droite sénatoriale est en position de force dans le jeu parlementaire, par exemple sur le projet de loi immigration. Très attendu, le texte doit être examiné en novembre au Sénat. Entre LR et l'exécutif, une ligne rouge, la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension, comme lors de l'examen de la réforme des retraites, adoptée au Sénat grâce aux voix de LR. Le gouvernement ne pourra pas faire sans la droite sénatoriale. La majorité est relative et qui plus est, elle est fracturée. Et donc, elle n'a pas intérêt à ce que le Sénat joue les troubles faits. Si jamais le gouvernement veut avoir le soutien au moins tacite d'une partie de la droite sénatoriale, eh ben, il doit la considérer, il doit l'écouter. Autre temps fort de l'automne, l'examen du budget. Avec une bataille d'amendements et de 49.3 en perspective à l'Assemblée, le gouvernement aura de nouveau besoin du Sénat et donc des voix LR pour faire adopter son texte par un vote, même si le patron des sénateurs En Marche préfère relativiser le poids de la droite. Nous avons fait une majorité avec elle sur les retraites, mais nous avons fait une majorité avec la gauche sur le réchauffement climatique, sur le développement durable et sur l'économie verte. Nous l'avons fait. Donc demain, nous continuerons à rechercher ces majorités alternatives avec ceux qui, aujourd'hui, pensent que, après tout, l'intérêt général dépasse l'intérêt partisan. Après le projet de loi de finances viendra l'examen du budget de la sécurité sociale, sur lequel le Sénat a déjà rendu un rapport alarmant cet été. Entre opposition et majorité de circonstances, le pas de deux entre LR et le gouvernement devrait se poursuivre au lendemain des sénatoriales. Et je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Dominique Estrosi Sassone, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes. Marie-Pierre de la Gontrie, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, sénatrice socialiste de Paris. Claude Maluret, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Sénat, doublement, puisque Merci vous venez d'être élu sénateur communiste de Paris. Dominique Estrosi Sassone, je commence avec vous après des soirées de défaite électorale présidentielle, législative. Vous avez retrouvé le sourire hier soir? Oui, il faut raison garder. Parce que ce sont des élections sénatoriales qui prennent en compte un ancrage territorial, de bons résultats que nous avions obtenus aux élections municipales de 2020. De là à dire que, effectivement, c'est un long fleuve tranquille maintenant par rapport aux élections qui s'annoncent. Ça ne gomme pas toutes les difficultés des scrutins précédents. Et puis, voilà, il faut voir aussi que dans le groupe Les Républicains, on a vraiment des membres qui occupent des convictions très très larges et qui ne sont pas forcément toutes sur la même ligne que notre famille politique, mais pour autant revendiquent bien sûr d'appartenir à notre famille politique des Républicains. Et on a aussi un président de groupe qui arrive à rassembler en son sein. Oui. Marie-Pierre de la Gontrie, est-ce que le Sénat est un havre de paix pour les partis historiques? Je ne vois pas très bien le sens de votre question, pour tout vous dire. Et je pensais que vous alliez poser la même question. C'est un peu la même question formulée différemment. Non, simplement, je crois que... Alors, je vais le Parti socialiste, tout comme LR, a souffert aux dernières élections présidentielles. Je vous le concède, mais je vais faire la même réponse que ma collègue Estrosi Sassone. C'est qu'effectivement, nous sommes représentants de deux partis qui sont très implantés dans les collectivités locales. Donc, la représentation au Sénat en est la traduction. Alors, havre de paix, je ne sais pas. En tout cas... on est un groupe assez nombreux, on est 64, je ne sais pas exactement combien nous serons demain, mais tout ça, bon. Les élections se sont bien passées. Par ailleurs, moi j'ai été réélu à Paris avec Yann Brossat. On a fait un très beau score, on peut se le dire, puisqu'on est entre nous. On a 8 sièges sur 12, donc on a progressé. Donc havre de paix, mais dynamique. Donc oui, non, c'est intéressant pour la gauche. Claude Maluret, le scrutin d'hier soir, est-ce que c'est un succès pour Édouard Philippe ?
Si on le juge par le nombre de sénateurs, qui n'est pas complètement pas complètement connu à l'heure qu'il est, mais si on le juge par le nombre de sénateurs annoncés aujourd'hui, actuellement, c'est un succès. Le nombre de sénateurs du groupe des indépendants va augmenter d'environ 30%. Et tout le monde revendique sa victoire, évidemment, dans les lendemains d'élections. C'est classique. Mais là, on peut... Vous serez peut-être plus nombreux que les sénateurs Renaissance. Est-ce que c'était un objectif de la soirée? Plusieurs groupes du Sénat, Renaissance, RDSE, Écolo, sont à peu près au même niveau. Il est possible qu'on soit devant ces autres groupes, mais c'est aujourd'hui difficile de le dire. Quoi qu'il en soit, Je pose la question, est-ce que c'était un objectif de la soirée? Non, l'objectif de la soirée, c'était plus d'implantation. Vous connaissez l'objectif d'Édouard Philippe, c'est d'implanter son mouvement Horizon dans l'ensemble des territoires et essentiellement basé sur les communes. Alors évidemment, quand on a une stratégie qui consiste à aller s'implanter dans les communes, au moment des sénatoriales, c'est évidemment le bon moment, si je peux dire. Et la preuve, on est là. Mais le groupe des indépendants, c'est pas seulement le parti d'Édouard Philippe, c'est Horizon, plus des membres d'autres partis, plus des indépendants entièrement indépendants qui n'ont pas de carte de parti. De ce point de vue-là, et du point de vue, donc, pour en revenir à la stratégie d'Édouard Philippe, je pense qu'au moment où les partis ne sont pas particulièrement à la mode, le pari de créer un nouveau parti et de le créer à partir de l'implantation dans les territoires, c'était un pari pas évident, c'était un pari audacieux. Il n'est pas gagné pour autant, mais si on en juge par aujourd'hui le nombre d'adhérents, de militants et le nombre des sénateurs et le nombre des députés, c'est un pari qui est en bonne voie d'être rempli. Alors on va parler du Parti communiste évidemment avec vous tout de suite Yann Brossa, mais d'abord une réaction à propos de la circonscription des Hauts-de-Seine. La gauche espérait avoir 2 sièges, il y en aura finalement un seul, celui de Pierre Ouzoulias. La faute à la France Insoumise, selon lui. On l'écoute. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. On a fait un énorme travail de rassemblement de toutes les forces de la gauche et la liste dissidente de la France Insoumise nous fait perdre le second siège et fait perdre toute la gauche. Je ne comprends pas comment, à partir d'instructions politiciennes nationales, on peut casser des dynamiques locales. Je suis vraiment très amer. C'est un siège qui nous échappe à 3 voix. La France Insoumise en porte la totale responsabilité. Yann Brossa, au-delà des Hauts-de-Seine, est-ce que vous en voulez, vous aussi, aux candidats de la France Insoumise? Il y a quelques cas comme ceux évoqués par Pierre Ouzoulias à l'instant, mais tout ça n'a pas empêché la gauche de progresser globalement lors de ces élections sénatoriales. C'est le cas pour l'ensemble des composantes de la gauche, c'est le cas notamment pour les communistes, puisque nous gagnons entre 2 et 3 sièges. Je note d'ailleurs que c'est le 2e renouvellement consécutif qui voit le groupe communiste progresser en effectif. Donc pour nous, c'est une bonne soirée. Oui, mais vous avez forcément, pardon de vous interrompre, lu le communiqué de LFI hier soir. Le refus de l'union autour de la NUPES aura coûté à la gauche près de 10 sièges. Ouais, je ne sais vraiment pas d'où sort ce calcul. Et puis, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Non, ce que je vois, moi, c'est que la gauche progresse. Et dans un moment où tant de Français ont des difficultés de pouvoir d'achat, où la question du travail, de l'inflation est au cœur des préoccupations des gens, avoir une gauche combative avec un groupe communiste renforcé, c'est une bonne nouvelle. Ouais, Marie-Pierre de la Gontrie, depuis des semaines, voire des mois, la NUPES, alors peut-être que c'est médiatiquement, mais bon, voilà, la NUPES ne produit que de la division. Est-ce que cette alliance a encore un avenir? Écoutez, moi j'ai souvent l'occasion de dire que la NUPES a été une stratégie électorale au moment des législatives, qui était d'ailleurs sans doute nécessaire, quoi qu'en pensent les uns les autres, y compris moi, ça n'a pas grand intérêt, et qui a permis effectivement cette alliance avec un coût humain en tout cas très lourd. Pour autant, est-ce que ça peut perdurer? Peut-être. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit de chacune des formations politiques. Et c'est vrai que parfois, il est quand même difficile de considérer qu'avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui est extrêmement clivante et qui est parfois insultante, mais je laisserai d'autres l'évoquer avec les propos sur Fabien Roussel. Voilà, on n'est pas quand même, c'est pas un long fleuve tranquille. Alors, pour autant, vous savez, à gauche, on a la tradition depuis toujours du rassemblement, de l'union de la gauche, etc., historiquement, bien, en tout cas dans l'histoire contemporaine.
Donc, rechercher toujours la possibilité d'une union de la gauche, évidemment. D'ailleurs, oui, c'est ce que demandent vos électeurs, d'ailleurs. Sauf que là, c'est le spectacle inverse qui est donné. C'est pas totalement le spectacle inverse. Alors, je voudrais pas donner l'impression de parler que de Paris, quoique ça fait forcément plaisir. Oui. C'est que nous l'avons fait à Paris, nous avons fait une liste d'union à Paris, et ça a permis de remporter 8 sièges sur 12. Moi, j'essaie de poser des questions sur le spectre national, évidemment. Moi, je vous réponds, les illustrations, non, mais ça a pu se faire dans d'autres endroits. C'est une démonstration. Mais la France insoumise est dans une autre stratégie, effectivement, de déposer des listes partout. Elle l'a fait également à Paris, mais elle l'a fait partout, avec une volonté quand même de... on a un problème stratégique, effectivement, avec eux. Ça ne produit pas que des divisions, mais je pense que la responsabilité pèse sur Jean-Luc Mélenchon de savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut que toutes les formations politiques membres de la NUPES, j'en termine, s'alignent et donc, effectivement, ça sera difficile parce que ce n'est pas notre culture. Est-ce qu'on peut être dans un partenariat intelligent et respectueux? C'est un peu un challenge pour lui, visiblement. Mais dans ce cas-là, la NUPES peut prospérer. Allez, parmi les élus qui font leur entrée au Sénat, il y a l'ancien candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, Yannick Jadot. On l'écoute. Dans ce quinquennat Macron particulièrement étrange du point de vue des fonctionnements des deux assemblées, vous voyez que le Sénat tient sa place. S'il n'y avait pas eu les écologistes au Sénat pour porter la constitutionnalisation de l'IVG, il n'y aurait pas eu le débat dans notre pays pour savoir si enfin le président de la République allait acter cette introduction dans la Constitution. S'il n'y avait pas eu les écologistes pour contribuer aux commissions d'enquête ou au débat sur les énergies renouvelables, comme vous allez voir le débat sur l'immigration, eh bien, cette assemblée serait simplement une assemblée de droite, conservatrice et peut-être un peu poussiéreuse. Eh bien, on est là pour dépoussiérer. Est-ce que le Sénat a besoin d'être dépoussiéré, Dominique Estrosi Sassone ? Non, je pense que c'est très exagéré. Aujourd'hui, on voit bien que le Sénat s'inscrit dans une dynamique, que le Sénat s'est beaucoup, au cours de ces dernières années, féminisé, il s'est beaucoup rajeuni. Et puis que le Sénat... encore un écart avec l'Assemblée nationale, quand même, une petite dizaine d'années. Pas très important, quand même, avec deux modes de scrutin qui ne sont pas les mêmes. Bien Donc, sûr. Quand vous êtes au scrutin proportionnel, vous n'avez pas les mêmes choses qu'en scrutin majoritaire. Et puis, je pense aussi que le Sénat a montré aujourd'hui combien il était sérieux dans son travail, combien il avait un esprit d'indépendance, un esprit de responsabilité. Et je crois que ça a marqué tant le public qui considérait effectivement le Sénat, peut-être même parfois, mais on l'entend plus du tout comme étant inutile, et surtout aussi les grands électeurs. Je crois que les grands électeurs aussi sont des gens qui sont responsables et qui voient le travail qui est fait au Sénat, d'ailleurs sur tous les bancs de l'hémicycle. C'est vrai, Claude Malhuret, l'image du Sénat dans l'opinion, elle a changé assez radicalement depuis 18 mois. Oui, elle a changé, elle s'est améliorée au fur et à mesure. Pardon ? Depuis l'affaire Benalla. Oui, je dirais oui, on peut remonter plus loin. On peut remonter plus loin, mais là, il y a l'équilibre politique lié à l'absence de majorité pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, évidemment. Depuis les élections législatives. C'est assez simple. L'image du Sénat s'améliore considérablement au fur et à mesure et en proportion de la dégradation de l'image de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été transformée notamment essentiellement par LFI en ZAD, en zone à délirer, et plus les Français voient ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à la télévision. Moi, je vais vous dire, chaque fois que je rentre dans mon département, dans l'Allier le week-end, j'entends des gens qui me disent, quand je vois ça à la télévision, des gens qui ne sont pas des révolutionnaires ou quoi, des gens qui ont voté toute leur vie et qui me disent, je ne vais plus aller voter. Il y a un discrédit essentiellement de LFI aujourd'hui, mais qui entraîne un discrédit de l'Assemblée nationale et par ricochet, évidemment, une amélioration de l'image du Sénat. Mais ce que disait Dominique Estrosi Sassone est vrai, cette amélioration, elle est aussi le fait que le Sénat fonctionne bien, que son président est un opposant au gouvernement, mais que c'est un opposant qui dialogue, qui discute, et où par conséquent, les lois peuvent être discutées non pas dans l'affrontement, non pas dans le délire, mais dans la discussion. Le gouvernement, je suis sûr, n'est pas extrêmement satisfait des lois qui sortent du Sénat, parce qu'elles ont été largement modifiées par rapport au texte initial, mais en général, ce qu'on peut voir, c'est que quand elles sortent, il y a une loi, elle est proposée, et il n'y a pas de 49.3, d'ailleurs, bien entendu, il n'y a pas de 49.3 au Sénat, et on arrive quand même, ce qui est une bonne chose, je pense. Yann Brossa, vous vous préparez à travailler beaucoup, ça bosse ici. Hein. Moi, j'ai pas prévu de me tourner les pouces, et dans les mandats que j'ai exercés par le passé, ceux d'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai pas le sentiment d'avoir chômé. Non, mais c'était un peu volontairement un peu provocateur. Pourquoi vous avez choisi le Sénat ?
Est-ce que sa nouvelle image, entre guillemets, a participé de votre choix? Parce que, comme beaucoup, je crois, de nos concitoyens, je suis un peu lassé par une politique qui vit uniquement au rythme des polémiques. J'y ai par ailleurs parfois participé, mais je pense qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a besoin de construire, qu'on a besoin de travailler. Alors ici, bien sûr, le groupe communiste, il est dans l'opposition, mais j'ai envie qu'on incarne, et je crois que ça a été le cas au cours des années passées, une opposition qui est bien sûr ferme, qui est bien sûr résolue, mais qui n'est pas outrancière. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et dans un climat qui est quand même très anxiogène, où les gens ont beaucoup de difficultés, ils n'attendent pas de leurs responsables politiques qu'ils jettent de l'huile sur le feu. Ils ont plutôt envie de gens qui se battent pour trouver des solutions. Ouais. On va parler de la majorité présidentielle, le groupe Renaissance qui perd. Alors, on n'est pas d'accord avec François Patriat sur le décompte. Lui, il dit on est à 20-21, nous, on est plutôt à 17. Bref, on verra bien dans les prochains jours qui a raison. En tout cas, pour Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, les Républicains, il y a une explication à cette défaite du parti Renaissance. Voilà ce qu'il nous dit. Jamais il y a eu autant de découragement. Les maires sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'il y a Paris, puis il y a les territoires. Ils ont le sentiment que tout est gouverné de Paris, que en réalité, rien n'est résolu au niveau national, et qu'en plus, le niveau national ajoute et surajoute de plus en plus de normes, de contraintes. Paris gouverne par la norme. Et l'État n'accompagne plus vraiment les collectivités. Je pense que c'est cette déconnexion, en réalité, qui est à l'origine du revers du parti présidentiel. Et Yann Brossat, ça ne doit pas vous arriver souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau? Un pouvoir macroniste déconnecté du réel. Tu verras, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça fait bizarre la première fois, mais après on s'habitue. En tout cas, je suis convaincu qu'il faut donner, en particulier aux collectivités locales, davantage de moyens de faire. Je suis frappé par le fait que, comme élu en charge du logement à Paris, régulièrement, j'ai été confronté au fait que des dispositions qui paraissaient évidentes ne pouvaient pas être mises en œuvre parce qu'on attendait un changement législatif et parce que l'État mettait 2 ans à publier un décret, par exemple. Je l'ai vu dans la régulation d'Airbnb et des locations touristiques. Et donc, ça me donne envie, effectivement, de donner plus de moyens aux collectivités d'agir dans l'intérêt des populations qui vivent sur leur territoire. Ouais. Hier soir, 20h, TF1, France 2, Emmanuel Macron en direct. Claude Malhuret, est-ce que c'est une mauvaise manière faite aux sénatrices et sénateurs, quand même? Je crois qu'il ne faut pas... Ça a un peu éclipsé dans les matinales les résultats des sénatoriales. C'était fait pour. Peut-être. Vous savez, s'il l'avait fait la veille, on aurait dit que c'était la Coupe du Monde de rugby. S'il l'avait fait 3 jours avant, c'était une autre échéance. Je pense qu'il faut... arrêter les procès en machiavélisme. Chers collègues, on n'a jamais vu un président de la République choisir de faire une grosse intervention. Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui s'exprime souvent en interview à la télévision. Faire une grosse intervention programmée, sans raison identifiée, un attentat, que sais-je. Ce soir-là, par ailleurs, peu dit, le soir de Kippour, j'ai trouvé que c'était assez étrange tout de même. Mais bon, c'est comme ça. On sait qu'Emmanuel Macron ne s'intéresse pas à ce qu'il appelle les corps intermédiaires. Nous en faisons partie visiblement. Et par ailleurs, vu le résultat des élections pour son parti, ceci explique peut-être cela. Claude Malhuret, il voulait enjamber le résultat des sénatoriales. Je pense qu'il ne pouvait pas prévoir à l'avance. Personne ne pouvait prévoir à l'avance le résultat de ces élections. Deuxièmement, le résultat de ces élections, c'est des élections de mi-mandat. Il ne faut pas non plus surinterpréter. Vous disiez, tout le monde est à bout, la situation sociale, etc. C'est pas d'aujourd'hui non plus. Ça frappe tous les gouvernements. Le PS l'a connu, le LR, les Républicains l'ont connu. Quand vous êtes au gouvernement, les élections de mi-mandat sont des élections qui se passent pas bien en général. Ce qu'il faut relativiser, parce que dans la majorité, si Renaissance a été une mauvaise tête d'affiche, si je peux dire, le reste de la majorité, Horizon et le MoDem, ont fait des bons résultats. Donc, si on met tout dans la balance, c'est pratiquement une stabilité au niveau de la majorité présidentielle. Donc voilà, maintenant, le choix de la date, peut-être effectivement que le président de la République, c'est sa responsabilité, souhaite parler d'autre chose que du résultat, mais ce résultat n'était pas particulièrement catastrophique. Moi, je dis mauvaise manière, je pense que c'est ce que je ressens, Dominique Estrosi-Sassone. Un mot là-dessus. Faire diversion, et il a vraiment parlé d'autre chose. Oui. Il a parlé tellement d'autre chose qu'on ne sait pas mieux de quoi il a parlé. Tant les sujets ont été... Oui, on va y revenir dans un instant. Il y a eu des déclarations sur l'immigration. Quand on parle des pompes à chaleur, puis après quand on parle du Niger, enfin, excusez-moi, c'est mais ça, c'est un peu
un peu le lot d'une intervention présidentielle où on balaye les donc est-ce que c'est au président de la République qu'a parlé du prix de l'essence? Est-ce que c'est voilà, donc on peut quand même s'interroger, et force est de constater que bien évidemment il a voulu enjamber les résultats des élections sénatoriales. Allez, on va se projeter sur le calendrier des prochains jours, des prochaines semaines, grâce à Quentin Calmet qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Rebonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Allez, des infos précises sur la suite du calendrier ici au Sénat. Eh bien, les prochains jours sont importants, effectivement, Thomas. Déjà aussi pour comprendre la composition politique exacte de l'hémicycle, parce que vous le disiez depuis le début de cette émission, on a encore des... On tâtonne encore un peu. Hein. Il y a des sénateurs où eh bien, on ne sait pas exactement dans quel groupe politique ils vont siéger. Ils sont pour l'instant rangés dans ce groupe divers droite ou divers centre. On verra maintenant où est-ce qu'exactement ils vont aller se positionner. Ça va se jouer notamment demain, le 26 septembre. On va y voir plus clair aussi parce que ce sera l'élection des présidents des groupes politiques. Chaque camp choisit une personnalité pour les représenter. Et en ce moment, d'ailleurs, des tractations sont en cours pour courtiser les sénateurs qui n'ont pas encore choisi leur groupe politique. La liste finale des groupes politiques sera arrêtée le 3 octobre. On verra aussi particulièrement ce qui se passe au groupe socialiste. Le sortant, Patrick Kanner, devrait voir Éric Kerrouche, sénateur réélu dans les Landes. Ah oui, il y a une inversion des noms. Voilà, il faut le faire quand même. Sur Public Sénat, réussir à inverser les noms. Toutes nos excuses, voilà, mea maxima culpa. Voilà, effectivement. Donc Patrick Kanner est à gauche, Éric Kerrouche est à droite. Et donc en jeu, la ligne politique du groupe sur fond de désaccord sur l'alliance avec la NUP. Oui, évidemment, on en reparlera. Autre événement important, l'élection du président du Sénat. Et là, je ne pense pas qu'on va se tromper d'infographie. Non, ça se joue le 2 octobre. Et effectivement, en fait, c'est le premier sujet à l'ordre du jour de la reprise des travaux de la séance. C'est une séance, effectivement, le 2 octobre, qui va être spéciale au Sénat. Pour l'occasion, elle sera présidée par le sénateur doyen d'âge, en l'occurrence Jean-Marie Van Leeuwenberg. C'était déjà lui, en 2020, qui avait présidé cette séance particulière. Il pourra même prononcer un discours à ce moment-là. On verra aussi le Benjamin, en l'occurrence la Benjamine du Sénat. Il y a 3 ans, c'était le socialiste Rémi Cardon. Et cette fois-ci, ce sera l'écologiste Mathilde Olivier, 29 ans, qui a fait son entrée au Sénat hier et qui va donc tenir l'urne du vote. Cette élection, elle sera à suivre en direct et en intégralité. C'est donc le 2 octobre, lundi prochain. Et un mot aussi, Thomas, que je voulais mentionner, c'est la répartition des commissions permanentes le 4 octobre. On verra aussi qu'il va y avoir pas mal de bouger dans les présidents de ces commissions. Certains nouveaux sénateurs vont faire leur entrée dans les commissions. On va avoir aussi des changements à la tête de ces commissions. Et donc ce 10 octobre. Voilà, c'est la dernière date que je voulais évoquer, c'est la reprise formelle des travaux parlementaires. On verra quels seront les premiers textes inscrits à l'ordre du jour, mais très rapidement, des textes importants vont arriver, notamment les textes budgétaires qui sont examinés. C'est la coutume à l'automne au Parlement et c'est à suivre bien sûr sur Public Sénat. Merci beaucoup Quentin. Pour les prochaines semaines, Gérard Larcher d'ailleurs annonce la couleur. Déclaration hier soir, le Sénat continuera à être ce contre-pouvoir indispensable à la démocratie. Marie-Pierre de la Gontrie, je reviens vers vous. On va ouvrir un chapitre immigration dans ce débat. Est-ce que vous craignez que le Sénat soit finalement un allié du gouvernement sur cette question précise de l'immigration? En tout cas, la majorité de droite et du centre du Sénat. Écoutez, on a eu l'occasion, ce texte a déjà été examiné en commission des lois au mois de mars, et puis son chemin parlementaire a été interrompu. Et on a vu à ce moment-là que la majorité de droite donc, du Sénat l'avait durci à nouveau et fait assez peu fréquent, me semble-t-il, même si je n'ai pas une expérience très longue ici, sur l'article qui organise le système de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. La Commission n'a pas pris position car il y avait un désaccord entre les rapporteurs et donc a renvoyé ce débat à la séance. Pourquoi est-ce que je développe ça ? C'est que je pense que ce texte, pour ma part, je pense qu'il ne sera jamais voté et qu'il n'y aura jamais de loi immigration issue de ce texte. Pourquoi ? Ce texte est composé de 2 blocs. Un bloc qui traite globalement des questions du séjour et de manière précise de la question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension. Ce bloc pourrait, je dis bien pourrait, parce que tout n'est pas... Bon. En tout cas, avoir l'oreille intéressée de la part de la gauche, d'une partie de la majorité présidentielle, voire d'une partie des centristes.
qui se sont exprimés sur ces sujets-là. L'autre bloc, mais pas de la droite et de LR. Je résume, je m'en excuse auprès des collègues, mais j'essaye de faire simple. L'autre bloc, mais c'est le même projet de loi, est un bloc très répressif sur les modalités de recours, d'admission, de reconduction, etc., sur lequel la gauche ne pourra pas donner son accord, tel qu'il est, a fortiori avec les durcissements qui ont été introduits par la Commission des lois. Il n'y a pas de cohérence globale à... Ah mais non, mais ce que je pense, c'est que moi je ne sais pas comment un texte peut être voté, une partie peut-être par la gauche, une autre partie peut-être par la droite, mais ça ne fait pas un texte voté. Et je pense que ce sera sans doute assez semblable à l'Assemblée. Donc j'ai bien compris que la Première ministre avait mis la pression sur le ministre de l'Intérieur, qui est prié régulièrement de retourner à ses travaux, de trouver un compromis, de tenter de le trouver avec LR. Mais au bout du bout, parfois, parce que j'ai l'esprit un peu mal tourné, je me demande si la Première ministre n'essaye pas de mettre Gérald Darmanin au pied du mur pour montrer qu'il échoue. Mais ça, c'est autre chose. Donc je pense qu'effectivement, il y a une tentation, parce qu'il faut bien trouver une solution pour le gouvernement de travailler avec LR, mais dans ce cas, en faisant l'impasse sur la régularisation des sans-papiers. Et donc, au bout du compte, comment ce texte est-il voté? Parce que LR est majoritaire, je résume, enfin la droite est majoritaire au Sénat, mais il n'est pas à l'Assemblée. Donc on est dans une impasse. C'est ce que vous nous dites. Le président de la République, hier soir, chez nos confrères de TF1 et France 2, il était attendu sur cette question après les discours du pape François à Marseille. Réaction du président de la République: nous, Français, nous faisons notre part. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Évidemment, ça nous rappelle, il paraphrase Michel Rocard, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, qui avait dit à peu près la même chose, mais en deux fois et dans l'autre sens. Exactement, hein, on est bien d'accord. Mais nous devons y prendre sa part. Voilà, mais c'était en deux dates. Hein, il s'était repris dans sa déclaration. Bref, Yann Brossat, vous allez combattre ce texte. Ça fait partie de vos premiers combats de nouveaux sénateurs? Bien sûr que nous le combattrons, mais nous le combattrons en portant aussi un certain nombre d'exigences, un certain nombre de propositions. Nous l'avons déjà fait d'ailleurs. Fabien Roussel, comme Marie-Pierre de la Gontrie, ont signé une tribune qui propose la régularisation des travailleurs sans papier. Parce qu'on a aujourd'hui des secteurs entiers de notre économie. Dans les secteurs en tension ou en général? Nous sommes favorables à la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. Nous considérons que dès lors que quelqu'un travaille, il doit pouvoir accéder aux mêmes droits que n'importe quel travailleur. Et ce serait d'ailleurs, j'y insiste, une bonne nouvelle pour ces travailleurs-là, pour ces travailleurs sans papier, parce que cela leur permettrait de sortir de la clandestinité, mais ce serait surtout une bonne nouvelle pour l'ensemble du monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, maintenir des travailleurs dans cette situation de clandestinité, c'est du dumping social qui tire tous les travailleurs vers le bas. Et donc, vous nous dites qu'il y a certains patrons qui en profitent. Mais bien sûr. Et on dit aujourd'hui à quelqu'un qui a des droits, accepte des conditions de travail dégradées, parce que sinon, je prendrais quelqu'un qui n'a pas de papier et qui, lui, est prêt à accepter n'importe quoi. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Regardez le secteur de la restauration. On a aujourd'hui un secteur qui repose dans des proportions immenses sur des personnes qui n'ont pas de papier. Et donc, il faut sortir de cette situation-là. Et la régularisation est une solution. Est-ce que, Dominique Estrosi-Sassone, il y a une hypocrisie à ne pas vouloir, effectivement, régulariser les travailleurs sans papier, d'une manière générale, ou au moins dans les secteurs en tension? Une hypocrisie de la part de qui? De la part de votre parti, qui en fait une ligne rouge. Non, d'abord... Puisqu'effectivement, on va tous dans des restaurants à Paris et je pense que si on pousse la porte de la cuisine, on verra qu'il y a beaucoup de travailleurs sans papier derrière. Sur ce texte de l'immigration, comme d'ailleurs on l'a vécu à travers le texte de la réforme des retraites, on voit réapparaître le clivage droite-gauche d'une façon très nette. Moi, je pense que c'est plutôt bien parce que c'est sain pour la démocratie et donc on a vu pendant tout le débat sur la réforme des retraites et forcément, on verra le même clivage droite-gauche s'installer dans l'hémicycle au moment de la discussion du projet de loi sur l'immigration. Sur ce point précis, pourquoi ne pas... Alors, je ne dis pas que tous les patrons le demandent, mais il y a quand même beaucoup de patrons, et notamment au MEDEF, qui nous disent, oui, il y a des secteurs où on a besoin de ces travailleurs sans papier, et pourquoi ne pas les régulariser? Je vais revenir sur ce point, mais c'est quand même qu'une mesurette sur l'ensemble du projet de loi. C'est un aspect. Voilà. Et donc, ce que nous avons formulé des propositions. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement. Le gouvernement sait très bien, et Gérald Darmanin, les propositions qui ont été donc énoncées par notre groupe, les Républicains, où nous voulons lutter fermement contre l'immigration illégale, où nous souhaitons qu'il y ait une réforme de la Constitution afin que les Français puissent dire véritablement
qui peut entrer sur le sol national et que l'on ne soit pas contraint par des jurisprudences qui nous mèneraient à l'impuissance. Et nous voulons également faire en sorte que toute personne qui est présente sur le sol de façon irrégulière puisse être systématiquement expulsée. Ensuite, sur la question des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, nous avons été là aussi clairs parce que nous considérons que dans notre pays, même si nous nous rapprochons du plein emploi, il y a encore bon nombre de Françaises et de Français qui ne travaillent pas dans notre pays et nous préférons effectivement que ce soit les Françaises et les Français qui puissent accéder à des emplois, à une formation. Alors vous allez me dire, ce sont des emplois qui souvent ne sont pas pourvus parce que les Français n'en veulent pas, ou en tout cas, certes, mais parce que aussi, nous avons vu la valeur travail se déprécier au fil du temps et donc c'est la raison pour laquelle, pour l'heure, nous sommes véritablement opposés à cette régularisation des travailleurs sans papier, y compris dans les métiers en tension. Je vous donne la parole tout de suite sur ce thème, mais d'abord on écoute Éric Ciotti, président du parti Les Républicains, hier soir. Alors c'était juste après l'intervention du chef de l'État et les propos que je citais tout à l'heure. Je crois que le président de la République, au travers de cette intervention ce soir, n'a sans doute pas pris la mesure de la gravité de la situation et surtout la mesure des difficultés que subissent les Français au quotidien et qui n'a pas pris la mesure de la gravité de la crise migratoire qui est devant nous. Voilà, on est toujours dans une forme d'immobilisme et d'impuissance du en même temps. Claude Maluret, c'est un peu ce que décrivait Marie-Pierre de la Gontrie tout à l'heure. Est-ce qu'on ne touche pas là les limites quand même du en même temps macroniste sur un texte comme celui-là, sur l'immigration ? Est-ce qu'on peut envoyer deux messages qui semblent à ce point contradictoires ? Je pense que sur le thème de l'immigration, il vaut mieux essayer de trouver le thème du en même temps que le thème du tous dehors ou régularisons tout le monde. Donc, à mon avis, en tout cas dans le principe, le en même temps ne me déplaît pas, si vous voulez. Tout à l'heure, Marie-Pierre de la Gontrie disait ce texte ne sera pas voté. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je pense qu'il est possible, il est fort possible que ce texte soit voté. D'abord parce qu'il a besoin de prendre des initiatives sur l'immigration. Mais pardon de vous interrompre, expurger de la partie régularisation des métiers en tension. Je vais vous en dire un mot. D'abord parce qu'il y a un accord général, y compris chez les électeurs de gauche, sur le fait que l'immigration soit contrôlée. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, même les électeurs de Marie-Pierre de la Gontrie sont d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui des mesures pour contrôler les frontières, pour contrôler l'immigration, et que ça ne l'est pas ni au niveau de la France, ni au niveau de l'Europe. Et c'est un vrai problème. Même si des partis de gauche disent non, il n'y a pas de problème, leurs électeurs disent, les sondages le montrent, qu'il y a un vrai problème. Le deuxième point, c'est celui des métiers en tension, qui, comme tu le disais, Dominique, est une petite partie du texte, mais c'est le point central, c'est le point d'achoppement. Et sur ce point, non seulement la gauche et la droite, c'est un clivage entre la gauche et la droite, mais c'est aussi un clivage à l'intérieur de la majorité sénatoriale, puisque les centristes ont une position différente de celle de LR. Or, le gouvernement, il a compris que comme les choses se passaient mal à l'Assemblée et qu'on avait de plus en plus de mal à faire passer les textes, et c'est pour ça que le texte passe d'abord au Sénat, il a compris qu'il y avait au Sénat une opposition, mais une opposition avec laquelle on pouvait discuter. Et cette opposition, elle va elle-même discuter en son sein. Donc le problème pour moi, il est très simple. Est-ce que dans la majorité sénatoriale, les deux principales forces de la majorité sénatoriale vont arriver à se mettre d'accord, et en général, elles se mettent souvent d'accord, et si par hasard, s'il y a un accord, lorsque le texte ira à l'Assemblée nationale, je vois mal les députés LR voter différemment de ce que leurs collègues auront adopté. Je vous interromps parce que je veux donner la parole à Yann Brossa là-dessus, et on va parler planification écologique en dernier thème de ce débat. Est-ce que vous êtes en porte-à-faux ou en décalage avec vos électeurs sur cette question, Yann Brossa ? Non, mais vous savez, je trouve qu'on surpolitise ces questions d'immigration. Et on en fait. Nouveau, hein. C'est normal, mais c'est normal, c'est naturel, mais on en fait des éléments de clivage. J'aimerais qu'on regarde la réalité en face. Il n'y a pas très longtemps, je visitais un centre d'hébergement d'urgence, là où je suis élu dans le 18e arrondissement. Puis je rentre dans le centre d'hébergement d'urgence et je vois partout des sacs à dos Deliveroo, Uber Eats. Et je discute avec les personnes qui étaient hébergées là et qui avaient ces sacs à dos. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? On est livreur chez Deliveroo et chez Uber Eats. Et je leur dis, et vous vivez en centre d'hébergement d'urgence ? Oui, et certains vivaient en centre d'hébergement d'urgence depuis des mois. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont même pas la possibilité de déposer une demande de logement social. Et donc, vous voyez l'hypocrisie dans laquelle on est. On se retrouve avec des secteurs entiers
qui repose sur des personnes qui n'ont pas de papier, et qu'en réalité, on n'expulsera jamais. Et donc, ça n'est pas gérable. Au-delà du clivage politique, au-delà des symboles qu'on veut faire sur ces sujets, on ne va pas continuer comme ça, avec des gens qui vivent en centre d'hébergement. Ils vont vivre toute leur vie dans ces centres-là. C'est absurde. Et donc, à un moment donné, la régularisation, c'est un moyen de remettre les compteurs à zéro. Bon, allez, on vous a tous entendu sur ce thème. On passe à cette question de la planification écologique. C'était l'une des annonces importantes de ce lundi, faite par le président de la République, qui nous vante une écologie à la française. On l'écoute. L'objectif qui est le nôtre, et que nous avons débattu là pendant les 2h30 et qui a été l'objet du travail du gouvernement depuis maintenant 14 mois, c'est de bâtir une écologie à la française, qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité, et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance et au fond de la rareté de nos ressources. Ces engagements ont été tenus et la planification qui a été validée aujourd'hui est le fruit de 14 mois à la fois de travaux, de concertation dans le cadre des conseils nationaux de la refondation qui a été largement débattu. Alors, plusieurs annonces du chef de l'État, reprise du contrôle du prix de notre électricité au mois d'octobre. On sait qu'il y a une sorte de bras de fer entre l'État actionnaire et EDF pour se mettre d'accord sur le mécanisme qui permet d'évaluer le prix de l'électricité. Il y a ça, il y a 1 million de pompes à chaleur, annonce faite d'ici à la fin du quinquennat par Emmanuel Macron. Et puis, il l'avait déjà évoqué, le chef de l'État, la création de 13 RER métropolitains avec le déblocage de 700 millions d'euros de l'État pour bâtir ces 13 RER métropolitains. Marie-Pierre de La Gontrie, moi j'entends ça, je me dis 700 millions d'euros pour 13 lignes, finalement c'est pas beaucoup, et il va falloir que les collectivités territoriales mettent au pot. Est-ce que vous faites la même analyse ? Évidemment, je veux dire que moi j'ai été élue longtemps de la région Île-de-France, je suis toujours territorialement, mais j'en ai été vice-présidente. On pourrait peut-être déjà remettre à niveau les transports en commun existants, par exemple en région Île-de-France. Et même là, l'État a des difficultés à le faire, peut-être pour des difficultés budgétaires, et déjà les collectivités locales, structurellement, les financent, mais c'est des centaines de millions d'euros tous les ans. Donc, effectivement, 700 millions d'euros, annoncer ce chiffre, évidemment, ça fait beaucoup de zéros. Je veux dire que quand un Français écoute ça, il se dit « ah bah oui, c'est beaucoup », on a pris tellement l'habitude d'entendre des annonces par milliards. Oui, mais je veux dire que c'est pas sérieux. C'est une blague, c'est pas à la hauteur du débat, mais c'est pas sérieux. On ne fait pas 13... voilà, donc tout ça, en plus, bon, l'écologie à la française, voilà, comment dire que finalement... on va faire quelque chose, mais on habille. Tout ça est fait pour faire croire qu'on est écologiste, mais en réalité, voilà, c'est pas... On n'a toujours pas compris, on est très loin de... Ouais. Citation d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Les Français, on aime la bagnole et moi je l'adore. Yann Brossat, est-ce que dire ça à la veille de la grand-messe de la planification écologique, c'est pas brouiller le message quand même ? D'abord, moi, je ne suis pas pour culpabiliser les gens qui ont une voiture. Évidemment, moi, je suis élu d'une grande métropole. À Paris, on a le métro, mais enfin, il y a quand même des tas d'endroits où on ne peut pas vivre dès lors qu'on n'a pas de voiture. Il s'adresse aux millions de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Et en l'occurrence, on aurait tort de les montrer du doigt. La vraie question à se poser, c'est comment on fait en sorte que les alternatives à la voiture puissent être développées. Donc les RER métropolitains, c'est pas une mauvaise idée. Oui, mais simplement, comme le disait Marie-Pierre à l'instant, ça suppose que l'État mette massivement la main à la poche pour les développer. Et puis par ailleurs, on est quand même très en deçà, par exemple, sur un sujet comme la rénovation énergétique des logements, qui est pourtant un sujet absolument fondamental, à la fois un sujet écolo et un sujet de pouvoir d'achat. On le voit en ce moment avec l'envolée des charges d'énergie. Par exemple, sur la rénovation énergétique du logement social, aujourd'hui, l'État ne fait rien. Ce sont les collectivités locales et les bailleurs sociaux qui financent la rénovation énergétique des logements sociaux. Or, les locataires de nos logements sociaux subissent aujourd'hui de plein fouet l'envolée des prix de l'énergie. Donc là, par exemple, on aurait un chantier à ouvrir et pour l'instant, le gouvernement reste très, très timide là-dessus. Dominique Estrosi-Sassone, la majorité sénatoriale dit qu'elle est consciente de l'urgence climatique. Est-ce qu'elle vote pour autant les textes nécessaires à lutter contre le réchauffement ?
Écoutez, je crois que dans un certain nombre de textes, bien évidemment, on a accompagné des mesures. J'ai moi-même été récemment présidente de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. Le rapporteur en était Guillaume Gontard. Oui. On peut penser qu'on avait des positions qui, sur certains sujets, étaient quand même assez différentes, mais pour autant, on a trouvé un consensus et on a formulé 23 propositions. Et je vais dans le sens de Yann Brossat pour dire qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et qu'on annonce des objectifs qui ne sont jamais atteints. Et donc, si on veut véritablement sortir de ce déclaratoire, de cette incantation, il faut mettre en face vraiment une massification. Et cette massification, elle passe d'abord et avant tout par plus de moyens financiers et arrêtons de ponctionner les collectivités territoriales. Quand j'entends hier soir le président de la République dire que l'augmentation de la taxe foncière est le fait des communes, quand on voit que par ailleurs on a porter atteinte de façon importante à l'autonomie financière et à l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, encore une fois, c'est inadmissible de la part du chef de l'État. Donc je crois que c'est encore faire diversion, je suis désolée. Ces conseils nationaux de la refondation qui se transforment en conseils de la planification écologique, je ne suis pas sûre que ça débouche sur des mesures qui véritablement font prendre conscience aux Français qu'ils vont être accompagnés pour faire cette révolution dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans le domaine des mobilités, dans le domaine du logement. Claude Malhuret, si je résume, manque d'ambition, manque d'accompagnement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que le mot d'écologie à la française n'a pas été choisi par hasard. C'est une formule, et c'est une formule, à mon avis, qui avait du sens. Et notamment, il y avait, à mon avis, dans cette formule, 2 messages subliminaux. Le premier message, c'est que la France, on a l'habitude de se lamenter, on a l'habitude de se plaindre que les choses ne vont pas assez vite. Dominique l'a notamment évoqué dans le domaine du logement. La France est la championne du monde de la décarbonation. Vous regardez toutes les statistiques, toutes les études, la France, à cause de sa politique, notamment à cause de sa politique sur l'énergie nucléaire depuis des années, est la championne du monde de la décarbonation. Donc c'est quand même un sujet, le changement climatique et tout, sur lequel, moi je pense qu'on peut peut-être essayer d'avoir des propositions constructives, mais sans se lamenter et sans dire que tout va mal. Donc c'était probablement le premier message subliminal. Le deuxième message subliminal, à mon avis, il n'était pas à la destination des Français, il était à la destination de nos partenaires européens, et notamment des Allemands, parce qu'il apparaît évident aujourd'hui que la stratégie française en matière de décarbonation était la bonne, que celle des Allemands est pour des raisons d'électoralisme il y a une décennie ou il y a plusieurs décennies, va dans le mur et que l'électricité nucléaire qui n'est pas là est remplacée aujourd'hui par des centrales à charbon. Donc sur ces 2 messages, moi je pense que la France, et je ne parle pas de ce gouvernement, je parle des gouvernements successifs, la France n'a pas à rougir de son trajet sur le changement climatique. Ouais. Vous disiez, Yann Brossat, et on va terminer avec vous, qu'en matière d'immigration, il fallait sortir des postures. Est-ce que là, vous êtes dans une posture quand vous critiquez le chef de l'État sur la planification économique? Non, on n'est pas dans une posture. D'ailleurs, sur la question du nucléaire, par exemple, pour ce qui concerne les communistes, il y a aucune ambiguïté dans notre position et nous accompagnerons tout ce qui permettra de déployer l'énergie nucléaire et donc notre souveraineté énergétique. On ne peut pas dire à la fois qu'on veut se débarrasser des énergies fossiles et dans le même temps ne pas développer le nucléaire, avec bien sûr les renouvelables, mais le nucléaire quand même. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes des gens constructifs. Simplement, je constate qu'on a face à nous un gouvernement qui, bien souvent, ne fait pas avancer les choses dans le bon sens. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce débat dans Sens Public. Je voudrais remercier une nouvelle fois toutes les équipes de Public Sénat, équipe technique, équipe éditoriale pour tout le travail effectué depuis plusieurs jours pour la soirée spéciale hier. Il y en a certains qui ont travaillé jusque très très tard dans la nuit, donc un immense merci à tous. Nous aussi. Oui, vous avez l'habitude. Non, mais vraiment un grand merci à toutes les équipes. Je voudrais aussi vous donner un rendez-vous demain dans la matinale. Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui sera face à Oriane Mancini. Il sera 8h du matin. Belle soirée.